Don't be rude. You are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with fire and fury. Does that make sense? This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice but to totally destroy North Korea. It's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial LMDS/Trump 2020, un podcast Slate.fr en collaboration avec l'IFRI, TTSO et Ipsos. Je suis Christophe Caron et je suis accompagné de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, Romain Dessal, fondateur de la newsletter TTSO, Bérangère Viennot, traductrice, journaliste et auteur de la langue de Trump aux arènes, et Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos. Bonjour à tous et merci d'être là. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont passé la nuit les yeux rivés à leur écran pour suivre les résultats tomber les uns après les autres. Et il ne fallait pas moins de nos deux équipes pour revenir sur cette nuit électorale. À l'heure où nous enregistrons, ce qu'on pressentait depuis quelques semaines est arrivé, on ne sait pas qui est élu. Parce que certains États prennent leur temps pour compter les voix, comme la Géorgie ou la Pennsylvanie, parce que de nombreux électeurs ont voté par correspondance, un vote traditionnellement acquis aux démocrates. Et désormais, tout est un jeu de communication. Écoutez Joe Biden qui a ouvert le feu en prenant la parole à 6h40 heure française. On savait avec le vote par courrier que ça allait prendre longtemps. Il allait toujours falloir être patient le temps qu'on fasse le dépouillement et il va falloir attendre que chaque voix soit comptée. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas à moi ni à Donald Trump de déclarer le vainqueur de cette élection, c'est au peuple américain, mais je reste optimiste. On se sent bien, on est en bonne posture. On garde la foi, on va gagner. Merci, merci, merci. Un moyen de tenter d'empêcher Trump de se déclarer vainqueur avant le dépouillement de l'intégralité des bulletins. Évidemment, Trump a réagi aussitôt sur Twitter, je cite, « On est très haut, mais ils essaient de voler l'élection. Nous ne les laisserons jamais faire, on ne peut pas voter après la fermeture des bureaux de vote. » Tweet suivi d'une intervention un peu plus tard en direct de la Maison-Blanche, intervention très agressive, où Trump se pose clairement en gagnant et revendique clairement la victoire dans les États contestés et où on l'entend carrément parler de fraude. Je voulais remercier le peuple américain pour tout leur soutien. Des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce soir. Et un groupe de personnes très tristes essaye de les priver de leurs droits et on ne l'acceptera pas. C'était une grande soirée pour nous. Regardez tous ces États qu'on a remportés ce soir et regardez les marges avec lesquelles on les a remportés. C'est pas une question d'une douzaine de voix avec 60% des voix qui restent à compter. On a remporté des États. Et tout à coup, on nous explique que l'élection, elle est reportée. Les analystes disent parce que, vous savez quoi? Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Donc ils ont dit, on va aller au tribunal. Et je l'avais prévu. Je l'ai prévu depuis le jour où on m'a dit qu'on allait envoyer des centaines de millions de bulletins de vote par la poste. Je savais que, gagnant ou non, ça allait passer par les tribunaux. C'est de la fraude, avec comme victime le peuple américain. C'est une honte pour ce pays. On se préparait à gagner cette élection. Et honnêtement, on a gagné cette élection. Bref, on ne sait pas qui a gagné, mais on peut tirer déjà quelques enseignements de ces premiers résultats et de ces premières postures. Jean-Marie, première question, quel est votre sentiment à propos de la très grande résistance en voix de Trump dans les urnes et de son discours très guerrier? Le discours qu'il vient de tenir n'est pas surprenant puisque c'est le discours qu'il répétait tout au long de sa campagne et probablement le fait d'invoquer une fraude signifie qu'il veut décidément vraiment délégitimer ce qui reste à compter de votes par correspondance puisque l'on sait que les votes par correspondance
sont traditionnellement favorables aux démocrates. Et donc la question est de savoir s'il y aura suffisamment de voix par correspondance démocrate pour combler l'écart dans les États qui restent disputés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune surprise du point de vue de Trump. Ce qui est surprenant pour nous, c'est évidemment le résultat, le point où nous en sommes. Ça me rappelle, évidemment, ça rappelle à tout le monde Hillary Clinton. Mais vous vous souvenez qu'Hillary Clinton, qui avait gagné le vote populaire, avait concentré les critiques. On avait dit c'était une mauvaise candidate et c'est parce qu'il y avait une haine contre elle qu'elle a perdu dans les États décisifs. Eh bien, la preuve est faite que c'est pas une question de personne, c'est une question d'idéologie. Donc, la première leçon et la première surprise, c'est à quel point l'idéologie portée par Donald Trump, le populisme, cette démagogie permanente, cet isolationnisme, cette façon de cliver la société américaine, et puis aussi de voir que le parti républicain devient un parti totalement ou presque exclusivement masculin. Tout cela, ce sont des données structurelles en Amérique qui font que peut-être cette partie-là du paysage politique américain est ancrée fortement à droite, voire à la droite de la droite, est majoritaire. C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est peut-être ça la première leçon que l'on peut tirer, ou en tout cas le premier constat que l'on peut faire au vu de ce qui se passe. Pour revenir, Alain, à la dispute de communication autour de l'annonce des résultats et de la posture de Donald Trump, est-ce que tout ça fait partie du jeu démocratique ou est-ce pour vous un dévoiement de la démocratie ? Écoutez, bien avant même l'élection, plusieurs semaines avant l'élection, il en avait exposé les paramètres selon lui, c'est-à-dire si je gagne, pas de problème, cette élection est légitime et je bénéficierai de la légitimité du sceau de l'imprimature populaire. Si je perds, c'est que cette élection aura été truquée. C'est ça. Alors, si vous voulez, d'une certaine manière, il a déjà délégitimé le suffrage universel. Alors, c'est vous dire un petit peu la conception qu'a Trump de la représentation démocratique. Donc, il a préparé sa bataille depuis assez longtemps. Et voilà, et peut-être va-t-il l'emporter, nous ne savons pas encore, mais enfin, on sait déjà qu'on est peut-être à la veille d'une sorte de chaos politico-juridique qui pourra durer plusieurs jours et qu'on n'a pas vu aux États-Unis depuis des années et des années, parce que même le dernier précédent auquel on peut remonter, je crois que c'est 2000, lorsque Al Gore, le candidat démocrate, a perdu l'élection devant Bush Jr., la situation était plus simple. Il s'agissait d'un problème de recomptage ou de méthode de comptage plutôt des voix en Floride. Et c'est allé devant la Cour suprême qui a déclaré que le vainqueur était Bush Jr. Mais là, c'est encore plus compliqué. C'est encore, plus chaotique comme situation, puisque le Covid est venu s'installer dans l'élection, le Covid auquel les démocrates croient plus que les républicains. Le Covid a fait qu'il y a eu beaucoup de votes par correspondance et que ces votes par correspondance sont sans doute majoritairement démocrates. On en est là. Mais je voudrais faire un deuxième commentaire qui est pour essayer de répondre à cette question. Il y a 4 ans, on ne savait pas qui était Trump, ou on ne savait pas bien qui était Trump. En tout cas, on ne savait pas comment il allait gouverner. Il n'avait aucune expérience du gouvernement, il n'avait jamais exercé la moindre fonction élective. Et on peut se dire qu'une partie des républicains et une partie de l'électorat démocrate, dans ces 3 États du nord-est américain, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, se sont dit pourquoi pas lui ? Pourquoi pas ? C'était des électeurs Obama. Ce sont des gens qui, 2 fois de suite, avaient voté Obama. Pourquoi pas ? Essayons Trump, dans un réflexe anti-populiste, etc. Ils ont essayé. On sait la manière dont Trump a gouverné, par le chaos, par le mensonge, par la division, etc. On sait comment se sont déroulées ces 4 années. Et d'une certaine manière, le Parti républicain, les électeurs républicains viennent de dire, nous recommençons, nous pensons qu'il a plutôt bien gouverné et de leur point de vue, ce n'est pas tout à fait inexact parce qu'il a rempli le programme républicain, il l'a rempli à la lettre quasiment et on recommence. Donc je dirais que ce vote Trump est encore plus significatif que le premier parce que là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de surprise. Quand on vote Trump, on adhère à ce mélange d'ultranationalisme et de démagogie permanent. Laurence, Alain a parlé de chaos électoral et de chaos juridique. Vous qui connaissez bien les rouages de la politique américaine, que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ?
Écoutez, là, on attend les résultats dans quelques peu nombreux États dans lesquels ils ne sont pas encore tombés, la Pennsylvanie, etc. Mais en réalité, moi, ce que je vois dans les résultats tels qu'on les a ce matin, c'est que Trump, comme l'a dit Alain, a renforcé son succès auprès des électeurs républicains. Les sondages nous annonçaient de grands écarts en faveur de Joe Biden et en réalité, on a de grands écarts en faveur de Donald Trump. Je parle par exemple de l'Ohio, de la Floride ou même du Texas. On parlait il y a quelques jours d'une possible victoire des démocrates au Texas et en réalité, Donald Trump a gagné à 52 versus 46 pour Biden. Et je vous cite ces chiffres pour dire que peut-être que Trump n'aura même pas besoin de faire des recours ou d'invoquer des histoires de fraude pour gagner à la régulière d'une certaine manière. Ce qu'on voit sur le fond, c'est un meilleur ancrage du discours trumpien auprès des électeurs et à l'inverse, un échec du positionnement de Biden, que ce soit sur la question des classes moyennes dans les États de la Rust Belt ou vis-à-vis des électeurs latinos dans les États du Sud, notamment la Floride. Alors ça c'est intéressant. Mathieu Gallard, vous travaillez pour Ipsos. Laurence parlait de l'écart entre les sondages et les résultats. Alors c'est vrai qu'on rappelle que Biden était favori avec une avance de 7 points. Est-ce que vous pouvez nous décrypter, nous expliquer pourquoi on a ce hiatus entre les sondages et les résultats qu'on a vu tomber cette nuit ? Je pense que déjà dans un premier temps il faut rester extrêmement prudent, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est vraiment très loin du dépouillement, de la fin du dépouillement au niveau national. Il y a environ 128 millions de bulletins de vote qui ont été dépouillés, il reste 30-35 millions de votes à dépouiller et ces bulletins de vote qui restent à dépouiller, ils se situent effectivement dans des États indécis, donc des États qui a priori vont pas grandement faire changer la marge, mais ils se situent aussi massivement sur la côte ouest, en Californie, dans les États de Washington et de l'Oregon, qui sont des bastions démocrates et qui, au fur et à mesure du dépouillement, vont considérablement accroître l'avance de Biden, qui aujourd'hui est de 2 millions de voix d'avance à peu près. C'est exactement ce qui s'était passé en 2016. On avait l'impression au soir de l'élection que Hillary Clinton était en tête, mais d'un cheveu. Au final, elle était en tête de 2,9 millions de voix d'avance. Donc voilà, cet écart entre les sondages et les résultats réels, je pense que ça soit au niveau national ou dans les États d'ailleurs, il faudra vraiment attendre la fin du dépouillement afin de pouvoir l'établir. C'est pas effectivement, il y a eu des erreurs, par exemple, je pense qu'en Floride, on peut clairement dire que ça a été un ratage, mais je suis pas forcément d'accord, par exemple, au Texas ou dans l'Arizona, qui étaient deux autres États, deux autres swing states de la Sun Belt, du sud des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que l'élection américaine est impossible à sonder à cause du système électoral américain ? Est-ce que les sondages nationaux qu'on a eus pendant des mois avant l'élection ont du sens finalement ? Je pense qu'ils ont quand même du sens parce que malgré tout, Biden finira en tête au niveau national en voix. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, si on regarde à l'heure d'aujourd'hui la situation froidement dans tous les swing states, que Biden reste quand même relativement favori, parce que ce qui reste à dépouiller dans les États de la Rust Belt, c'est essentiellement des votes par correspondance et des votes de grandes villes, ce qui devrait quand même considérablement l'aider à inverser l'avantage de Trump actuel. Après, très clairement, le système électoral américain fait qu'un sondage national ne vous permet pas de prévoir de manière exacte le vainqueur. Mais oui, si vous avez 8 ou 10 points d'avance au national, forcément, vous êtes majoritaire en grands électeurs, parce que le mode de scrutin américain n'est pas disproportionnel à l'infini. Alors, je voudrais qu'on reste dans les sondages un instant encore. Je pense à un sondage sorti des urnes qui a été publié cette nuit et qui a été réalisé par Edison Research, qui montre des résultats assez étonnants sur la sociologie du vote Trump par rapport à 2016. Ce qu'on voit, c'est que le vote des hommes blancs a baissé de 5 points, le vote des femmes blanches en faveur de Trump a pris 2 points, le vote des hommes noirs a augmenté de 4 points, les femmes noires de 4 points aussi, les hommes hispaniques de 3 points, les femmes hispaniques de 5 points et les autres de 5 points aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Laurence, ce changement de la sociologie électorale de Donald Trump ? Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a eu un article de Nate Cohn dans le New York Times le 28 octobre qui parlait exactement de ça. Le fait que on peut pas assigner les minorités au vote démocrate et à l'inverse, on peut pas non plus assigner le vote blanc à Donald Trump. On voit bien que le vote des Afro-Américains et des Latinos, qui va de manière vraiment très importante vers les démocrates, a marginalement pu évoluer
vers un vote Trump. Alors, ce qu'on peut citer comme raison là-dessus, c'est que l'image de Donald Trump plaît beaucoup aux hommes afro-américains parce que ils sont parfois plus conservateurs sur les questions du rôle des femmes ou des homosexuels. De même, les latinos sont très sensibles à l'image de businessman de Donald Trump. Et puis, dans les résultats du vote auprès de ces minorités, il faut questionner, même si c'est compliqué, l'impact qu'ont pu avoir les violences qui sont intervenues en marge des manifestations Black Lives Matter cet été, même si ces manifestations étaient pour une cause éminemment morale et défendable. Eh bien, les destructions de commerces ou de voitures dont les télévisions ont rendu compte ont pu effrayer un certain nombre de membres de ces communautés, ce qui expliquerait que Trump ait pu grappiller des voix auprès d'eux. Si on fait référence aussi au passé, on ne peut que constater le succès permanent de ce mot d'ordre, la loi et l'ordre. C'était déjà la racine et le mot d'ordre du succès de Richard Nixon, et c'est devenu, s'il gagne, ce sera le substrat du succès de Donald Trump. Ce sondage dont je parlais d'Edison Research, Mathieu Gallard, est-ce que on peut lui donner beaucoup de crédit? C'est un sondage qui a été réalisé en sortie des urnes. Est-ce qu'il est déjà significatif? Alors, il explique effectivement des tendances qui ont été décrites par Laurence à l'instant, mais est-ce que ça parle d'une vraie tendance de fond? Alors effectivement, les sondages sortis des urnes, traditionnellement, c'est un outil très important et très intéressant. Après, cette année, c'est un peu spécial à cause de l'importance du vote anticipé. Évidemment, ce sondage sorti des bureaux de vote, donc il est réalisé traditionnellement. On interroge les gens qui sortent des bureaux de vote. Donc les instituts de sondage ont aussi interrogé des gens qui avaient voté de manière anticipée. La difficulté, c'était effectivement de savoir calibrer quel était le pourcentage de personnes qui avaient voté de manière anticipée, quel était le pourcentage de personnes qui avaient voté réellement dans les urnes. Bon, ça c'est un peu technique, ça peut effectivement un petit peu fausser les résultats. Néanmoins, quand on regarde notamment la géographie électorale, on constate que ces résultats qui montrent par exemple un recul du vote démocrate au sein des minorités afro-américaines et hispaniques, il est totalement confirmé dans les cartes. Si Joe Biden perd la Floride, c'est parce qu'il s'écroule littéralement par rapport à Hillary Clinton, notamment autour de Miami, qui est un comté très démocrate. Idem au Texas, où il y a des reculs qui sont parfois extrêmement importants de Joe Biden dans certains comtés très hispaniques. Donc voilà, c'est à prendre avec prudence, mais a priori, néanmoins, c'est des évolutions qui sont confirmées par les faits. Il y a notre sondage qui est intéressant, c'est celui de la cote de popularité. En 2016, Donald Trump avait dit « Je pourrais me poser au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un, je ne perdrai pas d'électeurs ». Donc il avait dit ça avant d'être élu. Visiblement, ce jour-là, il a eu raison, Romain Dessalles. Ben oui, il a eu raison, parce que quand on regarde la cote de popularité de Trump en novembre 2016, juste avant son élection, il est à peu près à 44% d'opinion favorable dans l'opinion américaine. Et si on regarde la cote de popularité de Trump aujourd'hui, il est à 44% d'opinion favorable dans l'opinion américaine. Donc ce qu'on voit, c'est que l'adhésion à Trump reste constante. Et ça, c'est un produit de la polarisation, qui est le fait majeur du mandat politique de Trump, qui va faire qu'il y a deux groupes totalement irréconciliables maintenant. Les pro-Trump, qui sont des die-hard pro-Trump et qui ne bougeront jamais de ce vote Trump, qui sont d'ailleurs assez différents des consignes et du sentiment profond de l'establishment du Parti républicain, et d'un autre côté, les gens qui sont totalement contre Trump et qui se sont mis d'accord sur un candidat qui est une sorte de plus petit commun dénominateur. Cette permanence est absolument remarquable, parce que dans des conditions économiques ou dans des conditions morales comparables, c'est-à-dire Hoover à la fin des années 20 et Nixon, tous les deux empêtrés, le premier dans la crise de 29, le deuxième dans le scandale du Watergate, dans des conditions économiques et morales qui sont comparables à celles qu'affronte Trump, eh ben ces deux présidents perdent à peu près 25 points d'adhésion entre le début et la fin de leur mandat. On voit que Trump, lui, en polarisant l'opinion américaine, a réussi à garder absolument constante sa marge d'adhésion. Romain, vous parlez de polarisation de la vie politique américaine. Pourtant, j'ai quand même le sentiment, je me demande si le fait que les sondages parfois puissent être éloignés de la réalité ne peut pas s'expliquer par une chose qui s'est passée en France à l'époque du Front National, où quand on était sondé, on n'osait pas forcément dire qu'on était FN parce qu'il y avait un surmoi qui l'empêchait de le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans les sondages? Parce que je sais que c'est pris en compte en France, il y a un correctif qui est apporté sur les sondages. Est-ce que c'est le cas aussi aux États-Unis?
Déjà, en France, c'était le cas dans le passé quand les enquêtes étaient réalisées au téléphone, parce que tout simplement, vous aviez un enquêté qui interviewait la personne, et effectivement, c'était plus difficile d'avouer un vote FN à l'époque à une personne réelle. Désormais, on réalise les enquêtes par Internet, et les enquêtes par Internet mesurent extrêmement bien le vote pour le Rassemblement national, parce qu'il n'y a plus effectivement ce facteur humain qu'entre en compte. Aux États-Unis, ce qu'on a constaté en 2016, qu'on a encore constaté cette fois, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les résultats des enquêtes en ligne et par téléphone. Donc c'est un premier indice qui laisse penser qu'il n'y a pas vraiment de vote caché. En plus, en 2016, les erreurs des instituts de sondage étaient quand même concentrées dans 3-4 États, et on a un peu de mal à comprendre pourquoi ces électeurs cachés de Trump seraient uniquement situés dans 3 ou 4 États. Puis globalement, on est dans un pays, effectivement, ça a été dit, qui est extrêmement polarisé politiquement, mais il l'est aussi géographiquement. Quand vous regardez la carte électorale, il y a une masse énorme de comtés qui votent à 70, 80, 90% républicains, et l'inverse chez les démocrates. Ces électeurs républicains, ils habitent donc dans des comtés très républicains, ils fréquentent des républicains, leurs amis, leurs familles sont républicains, donc a priori ils n'ont pas vraiment de honte à avouer aux sondeurs qu'ils votent pour Trump. Donc peut-être qu'il y a des erreurs, comme je le disais, on verra à la fin du dépouillement, mais je pense pas que ça soit de là qu'elles viennent. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'argument très clair pour l'étayer. On a parlé dans le podcast Trump 2020 de la gauchisation des positions de Joe Biden, en particulier pour agréger l'aile gauche du Parti démocrate, et pourtant il semble que la Rust Belt reste à Trump, que le vote ouvrier reste à Trump. Comment peut-on l'expliquer ça, Laurence Nardon ? Oui, alors ça c'est une surprise. Biden avait fait un effort de bonne foi pour faire accepter au Parti démocrate un programme qui joignait les exigences de la gauche du parti, et notamment sur les questions de protectionnisme et de protection de la classe ouvrière. Un autre élément était la personne même de Joe Biden, un homme blanc venu des années 50 entre guillemets, et qui pouvait rassurer cet électorat. Et il semble bien que les électeurs de la Rust Belt n'aient pas entendu ce message, en tout cas dans l'Ohio. Il reste quelques États dans lesquels le dépouillement n'est pas encore terminé, mais il faut se poser la question du succès de cette démarche auprès de cet électorat. Alors qu'est-ce qui a manqué ? Les visites sur place, les meetings, peut-être. Je crois plutôt que c'est le discours de Donald Trump qui est perçu comme plus crédible et plus authentique par cette base électorale. Ce qui est curieux quand même, parce que les faits ne démontrent aucune efficacité de ce que Trump avait promis, particulièrement vis-à-vis de cette population. La politique dite de relocalisation n'a pas vraiment réussi, pas plus que des emplois n'ont été sauvés. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Donc il y a un décalage entre la réalité constatée et les promesses. Les promesses continuent d'être entendues, alors que la réalité venait plutôt démentir ce que Trump avait promis. Oui, tout à fait. J'ai vu passer des études qui annonçaient quand même la création de 500 000 emplois industriels en 4 ans. Alors c'était beaucoup moins que ce que Trump avait promis, mais c'est quand même quelque chose. Et puis, non mais, vous avez raison, cet électorat n'a peut-être pas regardé rationnellement les résultats, mais il est attaché à un discours valorisant, un discours qui leur rend leur statut, et au final, c'est ça qui prime. Alors à propos de discours, justement, je voudrais qu'on s'intéresse aux mots de Donald Trump. Bérangère Viano, vous vivez avec les mots de Donald Trump, puisque vous lisez ses tweets quotidiennement, vous les traduisez, vous avez fait un livre sur la langue de Trump. Est-ce que je pourrais avoir votre sentiment sur le ton du discours de Donald Trump à la Maison-Blanche en cette soirée électorale ? Le discours qu'il a tenu tout à l'heure à la Maison-Blanche est très cohérent, en fait, avec le discours qu'il tient depuis 4 ans. Il était très violent dès le départ, Donald Trump, dans ses mots, mais au début de son mandat, on était tous très occupés à se moquer de lui parce qu'il parle mal, parce qu'il a un vocabulaire très limité et parce qu'il n'était pas crédible en tant que président. Mais dès le départ, c'était très clair que et son langage et sa politique allaient être violents, à la fois dans ce qu'il disait et dans ce qu'il ne disait pas. Quand il a refusé de condamner des suprémacistes blancs ou le meurtre de cette femme à Charlottesville, par exemple, c'était déjà des mots d'une violence folle. Et c'est monté en pression pendant ces 4 années, mais c'est pas surprenant que ça débouche sur ce refus absolu de démocratie. En fait, on ne pouvait que s'y attendre. On pouvait que s'attendre à ça. Il n'allait pas de toute façon dire voilà, on va attendre le résultat tranquillement en suivant les règles de la démocratie. Ça fait 4 ans qu'il construit brique après brique, tweet après tweet et acte après acte et loi après loi son petit mur à lui
qui est un mur qui lui permettra de rester aussi longtemps que possible au pouvoir et de cliver, comme on l'a vu, les États-Unis, parce que c'est le seul moyen pour lui, en fait, d'y rester. Il a très bien compris, Donald Trump, que si les États-Unis s'unissaient, ce serait contre lui. Donc la meilleure solution pour rester au pouvoir, c'était de diviser l'Amérique en deux, et il a vraiment réussi. Vous avez parlé des tweets dans lesquels il s'exprime régulièrement. Ce soir, il n'a pas tweeté, ou très peu tweeté. Vous surveillez la timeline de Trump et il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plus probable, c'est que son entourage lui a piqué son téléphone, comme c'est arrivé en 2016. Effectivement, il a pas tweeté de la journée. Alors pour nous, c'était la nuit, mais pour lui, c'était la journée. Et à ma connaissance, la seule fois où ça arrivait avant, c'est quand il était hospitalisé parce qu'il avait attrapé le Covid. Et bon, là, c'était pour des raisons évidentes de santé. Donc, je pense que soit on lui a pris son téléphone en lui disant, bon, il va falloir s'arrêter un petit peu pour attendre de quoi il va ressortir après, soit, et c'est aussi tout à fait probable, il savait très bien à quoi il s'exposait, il savait très bien quelle allait être l'issue la plus probable, c'est-à-dire ce match très serré entre lui et Biden. Et comme ça fait des semaines, voire des mois qu'il prépare le terrain sur Twitter, qui est sa méthode de communication privilégiée, en disant que de toute façon les élections allaient être truquées avec ce vote par correspondance qui prenait une ampleur qui le dépasse. Moi, ce long silence m'a donné l'impression qu'il prenait son élan et qu'il préparait ce discours qui nous a sorti tout à l'heure, dont il savait déjà, lui, qu'il allait en avoir besoin. Et ce qui est intéressant avec Twitter, c'est sa méthode de communication favorite depuis 4 ans, depuis toujours, mais d'une méthode de communication, c'est en train de devenir en fait un organe de propagande. Parce que c'est là-dessus qu'il construit sa personnalité depuis 4 ans. Il y a certes ses actions, certes ses lois, mais sa meilleure façon de s'exprimer, c'est Twitter, et il est quand même suivi par 87,4 millions de personnes sur Twitter. Donc pas que aux États-Unis, bien sûr, mais principalement là-bas. Et d'ailleurs, on est en train d'assister à un bras de fer entre lui et Twitter, parce que lui dit tout ce qu'il veut, et Dieu sait qu'il veut des choses. Et Twitter, depuis quelques mois, a décidé qu'il n'allait pas laisser faire le président américain et qu'il allait censurer ou masquer certains de ses tweets qui lui semblent antidémocratiques. Et on a encore vu ce bras de fer ce matin, quand après son long silence, Trump a pris la parole pour dire qu'il allait s'exprimer parce que il estimait que déjà cette élection lui était volée et qu'il y avait eu fraude. Eh bien, Twitter a masqué ce tweet qui est en fait une déclaration de guerre finalement entre Trump et Biden et entre Trump et les électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Twitter a masqué ce tweet et donc a choisi son camp, qui n'est pas celui de Trump, mais qui n'est pas non plus celui de la liberté d'expression totale dont se revendiquent les États-Unis. Nul doute en tout cas que des tweets de Trump, on va en avoir dans les jours qui viennent. Nul doute que les jours qui viennent aussi vont être assez agités, que la guerre de communication va faire rage. En tout cas, vous retrouverez toute l'actualité de la campagne américaine sur Slate.fr au cours de ces prochains jours. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast après une longue nuit d'attente. Merci Laurence Nardon, merci Mathieu Gallard, merci Bérangère Viennot, merci Romain Dessalles et merci à Jean-Marie Colombani et à Alain Frachon. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020, si ça s'appelle toujours Trump 2020. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.